techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, assemblage soudé, conception, procédé, industrialisation et comportement des structures. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et ensuite disponibles gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler assemblage soudé, conception, procédé et industrialisation et comportement des structures, en partenariat avec le CETIM. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données et leur intégration progressive au sein des process. Pour les assemblages soudés, la performance s'obtient en agissant aux différentes étapes de la définition et de la réalisation des produits. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par David Lebras, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Lebras, je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous, donc David Lebras du CETIM. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, hein, comme Monsieur Souma a dit, une présentation rapide, hein, sur des assemblages soudés, leur avenir, etc. Donc à voir, hein, faire un petit point sur ce qu'est le soudage aujourd'hui et ce qu'il est appelé à devenir. Donc tout d'abord, hein, je me présente. Alors, je m'appelle David Lebras, donc je travaille, hein, je suis ingénieur au sein du service ingénierie des assemblages au CETIM à Nantes. Donc là, vous allez retrouver, mon adresse mail ainsi que mes coordonnées, hein, si vous voulez un contact, hein, pour échanger autour de vos problématiques de soudure, donc que ce soit moi en direct ou je me ferai une joie de vous orienter vers d'autres collègues qui pourront répondre au mieux à vos interrogations. Donc, tout d'abord, hein, pour replacer un peu le contexte, dans le contexte de marché et des enjeux industriels, donc un petit argumentaire, hein, contextuel, hein, des webinars, hein, de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc les technologies, hein, de fabrication, donc nous on est sur un point fabrication, technologies de fabrication, hein, qui évoluent et se fiabilisent. Donc là, en fait, on vous fait profiter, hein, pour faire un tour d'horizon des différentes technologies, hein, de fabrication aboutie, donc qu'est le soudage aujourd'hui, et comment utiliser en fait, hein, les plateformes et laboratoires, hein, du CETIM pour lancer soit des choix de technologie, des faisabilités d'assemblage, hein, pour aller plus loin ou autre chose, hein. Nous, on est un petit peu entre plusieurs points, entre plusieurs thématiques, hein, du CETIM. Hein. Évidemment, les enjeux, hein, sont déterminants pour les différents industriels, hein, donc il ne faut pas manquer une étape clé, hein, dans un déploiement technologique, et aussi intégrer, hein, les nouvelles technologies en anticipant leurs contributions et leurs problématiques. Donc, une rapide introduction, hein, qu'est-ce que le soudage? Donc, le soudage, hein, c'est vraiment une méthode d'assemblage, hein, qu'on va retrouver dans de nombreux, hein, secteurs industriels. Hein, on le voit de par la liste des inscrits, hein, parce qu'on a des personnes aussi bien de l'aéronautique, de la chaudronnerie, des articles culinaires, de l'énergie et du transport. Euh, du coup, apparemment, on ne voit pas mes slides. Hop, je ne sais pas pourquoi. Oui, monsieur Lebras, si vous Oui, pouvez essayer de déplacer, les slides ne s'affichent pas apparemment. d'accord. Alors, je vais peut-être voir quelque chose, hein. Si vous Programmation pouviez d'utiliser le mode peut-être juste présentateur. peut-être quitter le grand écran de votre présentation et le faire Hmm, revenir. On a l'impression que votre écran est bloqué en fait. d'accord. Peut-être un petit problème technique. Pourquoi il
présente sur l'autre. Je vais débrancher mon double écran, peut-être que le problème vient de là. Vous pouvez les voir ici. Je vous laisse reprendre, Monsieur Lebras, Voilà, c'est prêt pour les slides. ça marche. Hop, je vais reprendre tout de suite. Du coup, je vais vous représenter ma petite fiche. Alors, voilà, vous allez trouver ici mes coordonnées. Donc, normalement, ça vous sera distribué à la fin. Donc, vous pouvez quand même m'appeler ou m'envoyer des petites demandes des demandes par mail pour qu'on étudie vos problématiques et qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, je vais passer rapidement, je vais revenir où j'étais. Donc j'étais rendu à ce slide-là. L'autre slide, c'est que du mot. Donc voilà, ce que je disais, on voit qu'on a beaucoup de secteurs industriels. Ici, on a l'énergie, on a des personnes qui nous écoutent qui viennent de l'énergie, les transports, que ce soit maritime ou automobile ou autre, automobile qu'on retrouve là, les articles culinaires, la robotisation. On va retrouver ça aussi en médecine, et moi aussi tout ce qui est manutention, transport, aussi en chaudronnerie que je présente pas ici, mais on va trouver le soudage vraiment partout. Vous pouvez en avoir un peu autour de vous sur votre bureau en ce moment même. Voilà. Donc afin d'effectuer vraiment une bonne soudure, il faut pouvoir maîtriser de la conception, les différents procédés, parce qu'il y en a un certain nombre. On va en voir quelques-uns au cours de cette présentation. Ainsi que la métallurgie. On peut souder différents matériaux entre eux. On peut faire aussi des assemblages hétérogènes. Et aussi tout ce qui est industrialisation, robotisation, etc. Alors voilà, quelques points clés que je vais pouvoir aborder au cours de cette présentation. La conception, les procédés de soudage, la métallurgie, l'industrialisation, ainsi que le comportement des assemblages soudés. Après, une fois qu'ils sont en service, qu'est-ce que deviennent ces assemblages? Donc tout d'abord, une petite définition de ce qu'est le soudage, le brasage. Par rapport au brasage, donc le soudage, c'est vraiment une technique d'assemblage qui permet de reformer une continuité au niveau atomique entre deux pièces avec apport d'énergie, que ce soit chaleur ou pression. Avec ou sans apport de matière, on peut très bien faire du soudage sans apport, avec ou sans fusion des bords. On va voir, on va développer ça un peu plus tard. Et le brasage, à contrario, donc c'est pareil, on va avoir une technologie d'assemblage qui permet de reformer une continuité au niveau atomique entre deux pièces avec apport d'énergie identiquement, chaleur ou pression. Par contre, il faut obligatoirement un apport de matière, dont la température de fusion de ce matériau d'apport, qu'on appelle un matériau d'apport, est inférieure à la température de fusion du matériau de base. Et sans fusion des bords dans une configuration emboîtée. Donc c'est ce qu'on retrouve notamment dans les TP qu'on pouvait effectuer au collège ou au lycée avec des fers à souder qui sont en fait des fers à braser, donc des petites brasures à l'étain notamment. Donc voici un exemple d'une soudure, une configuration soudage, une soudure bout à bout. On va retrouver la soudure ici. Ici, c'est une vue de coupe après attaque chimique. On va avoir différentes zones, je vais y revenir après. Et ici, une brasure. Donc on est dans une configuration emboîtée. Et on voit ici le métal d'apport qu'on est venu mettre, qu'on est venu insérer. Et il n'y a pas de fusion des bords. Donc, voilà. Donc c'est un petit insert, ou c'est ce qu'on fait aussi en plomberie, notamment. Et dans d'autres secteurs. Donc, voici quelques définitions et terminologies pour voir un petit peu, pour pouvoir suivre le reste de la présentation. Une soudure, c'est composé de quoi? D'une zone fondue, qu'on va retrouver ici, qui a les zones qui a été montée suffisamment en température et qui constituait à la fois du matériau d'apport, s'il y en a un, et des matériaux de base. Donc les matériaux de base qu'on va retrouver ici, c'est les matériaux qu'on va chercher à assembler. Derrière, on va avoir une zone affectée thermiquement,
On a fait subir un cycle thermique à la pièce qui a changé ses propriétés mécaniques au cours de la fusion, au cours de la soudure. Et ici, on va retrouver ce qu'on appelle une zone de liaison qui va permettre de faire la jonction, la liaison entre les pièces. Donc, c'est une fusion partielle. Alors, en conception, comment on conçoit une soudure? D'abord, la conception doit être adaptée aux fonctions, d'une part, de l'assemblage et à sa fabrication, comment on va la fabriquer. On va aussi on doit aussi répondre à des contraintes de comportement service. Tout d'abord, il faut que la soudure puisse transmettre des efforts, qui soient statiques, dynamiques, cycliques ou de température. Donc statique, c'est juste porter, supporter une pièce. Dynamique, c'est quand on la déplace. Cyclique, c'est qu'on fait subir un cycle à notre pièce, à notre soudure, donc qui peut amener des problématiques de fatigue qu'on verra plus tard. Et puis la température, c'est une jonction qui nous permet de faire circuler, de faire circuler la température, une montée en température d'un côté d'une pièce vers un autre côté. Et aussi, il faut avoir d'autres caractéristiques qu'on peut venir chercher, notamment dans le transport de l'eau ou d'autres fluides, une bonne tenue à la corrosion, une bonne étanchéité. Donc on va adapter vraiment notre conception par rapport à ces caractéristiques de transmission d'une part des efforts et d'autres caractéristiques aux besoins. Parfois on n'a pas besoin de faire une soudure tout du long pour faire une transmission d'effort. Par calcul, on va trouver qu'il est nécessaire d'avoir par exemple un tiers du cordon à faire, de la longueur à souder. Mais par contre, derrière, on n'a pas d'étanchéité. Donc voilà, on peut baser l'un sur l'autre notre conception pour faire au moins cher en fabrication. Donc, bien sûr, ça va dépendre de nombreux facteurs. D'une part, la morphologie des éléments assemblés. Par exemple, on peut avoir une dissymétrie importante au niveau des épaisseurs assemblées. Donc on va venir chercher, pas forcément à faire la soudure du premier coup, on va venir chercher à faire ce qu'on appelle un délardage, une diminution progressive de l'épaisseur pour avoir deux épaisseurs semblables à assembler. Ou si la dissymétrie est assez faible, somme toute, on peut assembler directement les pièces sans faire ce délardage-là. Les types d'assemblage, on va avoir des assemblages qu'on va appeler bout à bout, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure entre les deux tubes, et aussi en angle, par exemple. La position aussi, l'orientation des assemblages par rapport aux efforts à transmettre. On va voir, on va concevoir cette pièce-là. Parfois, on va chercher à ne pas mettre un assemblage, qui est souvent une partie plus fragile, plus sensible, au niveau où il y a une concentration d'effort. On va peut-être la mettre un peu plus sur le côté pour pouvoir permettre aux efforts d'être un peu moins importants au niveau de la soudure. Et aussi, bien sûr, le dimensionnement, ce dont je parlais tout à l'heure avec la problématique d'étanchéité, le dimensionnement de l'assemblage soudé, sa pénétration, sa continuité, et donc aussi la préparation du joint. Par exemple, sur des soudures bout à bout en forte épaisseur, on n'a pas forcément besoin de reconstituer la totalité de l'épaisseur, de faire une soudure, ce qu'on appelle la pleine pénétration. Donc on reconstitue le joint soudé, l'épaisseur de la tôle assemblée. On peut faire une soudure à pénétration partielle. Donc pour le coup, on a moins de préparation de joint à faire. On a moins besoin d'ouvrir le chanfrein et de faire des passes, des multipasses, pour pouvoir reconstituer le joint. On va aussi avoir des problématiques au niveau des déformations, des contraintes résiduelles, des problématiques en métallurgie du soudage, ce qu'on va aborder très rapidement après, et aussi des problématiques au niveau de la qualité d'exécution des soudures. On va regarder un peu ce qu'il en a derrière. Alors, ce qu'il faut retenir, d'abord, il faut bien concevoir avant d'aller dimensionner notre pièce. Au niveau de la conception, on va avoir une tenue qui va dépendre de différents paramètres, ce qu'on disait tout à l'heure, l'orientation et le positionnement des cordons par rapport aux efforts, le mode de sollicitation de la racine de la soudure,
Pourquoi on va essayer de faire en sorte que la racine de la soudure soit pas au niveau des concentrations de contrainte, c'est que la racine de la soudure, alors ce qui se présente côté envers, hein, côté racine, n'est pas forcément visible facilement. Donc derrière, au niveau des contrôles non destructifs, on va devoir faire beaucoup plus de contrôles, hein, de la radio notamment. Donc ça, c'est pour les soudures bout à bout, quand on est vraiment bout à bout, donc tout droit. Les soudures en angle, on ne peut pas les contrôler comme ça, à part si c'est à pleine pénétration. Et du coup, on va essayer d'avoir vraiment ces défauts, hein, ces petites fissures qui peuvent apparaître lors de l'utilisation cyclique, hein, d'une soudure. On va essayer de les avoir côté extérieur, côté externe, un pied de cordon notamment, pour pouvoir les observer vraiment, hein, et noter et voir un peu, hein, en durée de vie résiduelle. Au moins, on a évité une rupture totale de la soudure lors de l'utilisation. Voilà. D'où le mode de sollicitation, hein, qu'on va chercher à avoir plutôt ailleurs qu'en racine de soudure. Les introductions de contraintes de cisaillement qu'on peut avoir. Et on va avoir aussi une influence qui n'est pas la même, hein, selon des contraintes statiques, donc des contraintes, hein, qui vont être au cours du temps égales, ou cycliques, des contraintes, hein, qui vont amener une autre problématique, hein, qui est la problématique de fatigue des matériaux, qu'on va aborder un petit peu après. Et voilà, une partie des performances mécaniques se gagne aussi à la fabrication. Donc faire attention à la fabrication permet de gagner, avoir un niveau de qualité de soudure élevé, permet de gagner, hein, des performances mécaniques et éviter tout défaut. Ça peut être utile par la suite. Alors je vais aborder rapidement, hein, quelques procédés de soudage, je vais vous présenter quelques-uns, hein, qui sont les plus, on va dire, connus, les plus usuels, mais aussi, hein, vous faire un petit tour, hein, de tous les procédés de soudage, hein, qu'on peut avoir, un petit tableau. Donc en fait, les procédés de soudage, on les a classés par source d'énergie, hein, qui peuvent être une énergie thermochimique, hein, on retrouve, hein, le chalumeau ici, une source mécanique, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on n'est plus dans la chaleur, on est dans la mécanique. Ici, c'est une soudure par friction, hein, on vient faire tourner une pièce, hein, et venir toucher une seconde pièce. Et du coup, la friction, les efforts de friction vont faire un échauffement local qui ne vont pas aller jusqu'à la fusion, mais qui vont permettre de joindre, hein, deux pièces. Je vais aborder ça un tout petit peu plus tard. Et aussi, tout ce qui est énergie focalisée. Donc ici, on va retrouver, hein, le principe de fonctionnement d'un faisceau laser. L'arc électrique, qu'on rencontre, hein, généralement, hein, ce qu'on appelle la soudure à l'électrode enrobée ou à l'électrode, ou la soudure au semi-auto, la soudure MIG-MAG, qu'on retrouve ici, ou même la soudure TIG. Et derrière, on va aussi avoir la résistance électrique. Donc, voici un peu, hein, quelques éléments qu'on peut retrouver en source d'énergie. Donc voilà un peu un tableau récapitulatif. Alors il n'y a pas tous les procédés de soudage, hein, il y en a beaucoup plus que ça, mais ça permet déjà d'avoir un gros panel, hein, de ces procédés. On va retrouver ici un thermochimique, le gaz, qui était le chalumeau, la luminothermie, qui va permettre d'assembler par exemple des rails. En soudure mécanique, on va avoir la friction, le FSW, le soudage par explosion, soudage par ultrason, par diffusion notamment. En énergie focalisée, donc comme on disait, le laser ou le faisceau d'électrons. On va avoir le laser hybride, hein, qui est un mixte, hein, donc qui est classé dans les énergies focalisées, mais qui est un mixte, pardon, entre une source laser et un MIG-MAG. Hein, donc on peut avoir à la fois une énergie focalisée et une énergie d'arc électrique. Bon, le laser permet de faire la pénétration, je pense que c'est pour ça qu'on l'a retenu en énergie focalisée. Donc en arc électrique, hein, c'est souvent, hein, ce qu'on va rencontrer le plus, hein, dans l'industrie ou sur chantier, hein, par exemple. On va avoir l'électrode enrobée, le MIG-MAG, autrement appelé semi-auto, le TIG, le plasma, l'arc souflu, qui va permettre par exemple d'assembler les bonbonnes, hein, les bonbonnes de gaz, hein, qu'on peut avoir, hein. Le bourrelet au milieu est en fait une soudure, hein, d'arc souflu.
et en résistance électrique, hein. Donc les soudures par point, par bossage à la molette, embout par résistance, hein, qui font partie un peu de la même famille, hein, et par induction, par étincelage ou les soudures de goujon. Donc soudure par point, on va retrouver ça notamment beaucoup sur les voitures. On va en parler juste après. Donc voilà en fait vraiment une liste, hein, un panel de différents procédés d'assemblage classés selon leur source d'énergie. Donc le soudage à l'électrode enrobée, hein, pour vous expliquer un peu ce qu'il en est, on va avoir un porte-électrode, hein, qu'on retrouve ici, hein, dans les mains, hein, du soudeur, hein, qu'on retrouve là aussi, une pince porte-électrode, avec une électrode enrobée, qu'on voit là, qu'on voit ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon curseur. Euh, donc l'électrode enrobée, hein, est constituée, hein, d'une lame métallique qui va venir fondre, ainsi d'un enrobage, d'où l'électrode enrobée. Donc l'enrobage, hein, en l'occurrence, quand on va avoir une fusion au niveau de lame métallique, va permettre de former, lors de sa fusion, lorsqu'ils font, une atmosphère de protection qui va protéger le bain de fusion, hein, de l'oxydation, hein, du fait de la montée en température, hein. Un métal va s'oxyder assez rapidement. Et derrière, lorsque ce bain de fusion va se solidifier, on va avoir la formation de ce qu'on appelle un laitier, qui va devoir être supprimé après soudure. Un laitier qui va se mettre sur le cordon afin de le protéger, de continuer à le protéger jusqu'à ce qu'il descende à une température suffisamment faible pour ne plus risquer en fait de corrosion, d'oxydation à chaud. Voilà. Donc on va avoir, hein, des gouttes de métal. Donc on va sélectionner en fait, hein, différents. Alors il existe plusieurs électrodes enrobées, plusieurs types d'électrodes enrobées, et on va les sélectionner en fonction de ce que l'on veut faire derrière, donc sur chantier ou autre, ou en soudure en position. Alors en soudure MIG-MAG, hein, donc c'est ce qu'on appelle le procédé semi-auto, semi-automatisé. Là, contrario, on n'a plus d'âme métallique protégée par un enrobage, mais on a un fil électrode, hein, qu'on retrouve ici. Donc là, on ne le voit pas, hein, mais ici, on l'aperçoit. Un fil électrode qui va permettre une fusion, hein, qui va permettre de générer un arc électrique entre la pièce et entre lui-même. On va faire fondre d'une part la pièce et faire fondre d'autre part l'électrode, hein, le fil électrode, hein, ce qui va permettre de générer un bain de fusion. Et le tout est protégé par un gaz, hein, souvent un gaz argon, CO2. On va venir protéger en fait, hein, le bain de fusion par le gaz. Donc là on le voit pas ici, mais qui passe dans la buse, hein, du pistolet. Donc on voit que la personne, hein, qui soude, hein, le soudeur, a un pistolet, hein, avec le fil, hein, qui passe à travers, hein, cette torche de soudage qui permet d'amener le fil. Et ici on voit qu'il a une gâchette, hein, et donc il appuie dessus une fois pour commencer, hein, pour faire sortir le fil, hein, selon les paramètres qu'on a choisi, hein, préalablement. Donc les paramètres de vitesse de fil, d'intensité, etc. Qu'on vient développer pour faire un mode opératoire de soudage. Donc on va retrouver, hein, ce procédé-là notamment, hein, dans tout type d'industrie, et on va le retrouver, hein, beaucoup sur de la robotisation, hein. Ici on voit un bras robotisé, hein, avec une torche mag, au bout, hein, ici aussi, avec une aspiration de fumée derrière. Donc le poste à souder est là avec la bouteille d'arrivée. Donc on voit, hein, que ici c'est un robot d'essai, un robot de test, parce qu'on a encore une petite bouteille et ici la bobine de fil. Hein, ce qu'on va retrouver, hein, plus dans l'industrie, ça va être des plus gros, hein, contenants de fil et des plus gros contenants de bouteilles de gaz, hein, qui vont permettre de souder le plus longtemps possible, avec d'avoir l'arc allumé le plus longtemps possible pour permettre une meilleure productivité. On va aussi retrouver un autre procédé assez connu,
répandu dans l'industrie, qui est le procédé TIG, pour Tungsten Inert Gas. Donc là, on n'a plus en fait on n'a plus de fil électrode. C'est une électrode en tungstène qu'on voit ici sur cette photo-là, qu'on retrouve ici, une électrode en tungstène qui est non consommable, qui permet de générer un arc électrique entre la pièce et elle-même. Donc cet arc électrique qu'on retrouve ici, et on vient nourrir le bain ou non, c'est vraiment un choix. On peut souder avec ce procédé-là, contrairement aux deux procédés précédents, on peut souder avec apport ou sans apport, au choix. On vient amener avec notre petite baguette, on vient nourrir le bain de fusion généré par la fusion du métal de base. On vient nourrir ou non, ou au besoin, notre joint, notre soudure. On retrouve ici un l'arc. Et ici, on a une atmosphère inerte, une bouteille d'argon qui vient faire une atmosphère autour du bain de fusion et qui vient permettre en fait d'éviter toute oxydation du métal chauffé lors de l'opération de soudage. Donc là, on voit un soudure manuelle. Donc ce qui est assez compliqué, c'est qu'il faut amener le fil d'apport qui se présente sous forme de baguette, ici il n'y a plus de grosses bobines, amener le fil d'apport point à point avec une seconde main dans le bain de fusion, voilà, tout en maintenant l'avance de l'autre main. Alors, un procédé un peu plus, on va dire, élitiste, un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais qui permet d'avoir des résultats assez importants, d'assez bonne qualité, pour éviter tout défaut qui peuvent être apportés en mag par exemple. Bon, ici on voit sur l'illustration qu'on n'a pas une soudure pleine et entière, on a une soudure avec un petit manque de pénétration. Donc voilà, on a fait évoluer ce procédé pour gagner. C'est un procédé assez lent du fait justement de l'utilisation par un soudeur ou par un robot. C'est un procédé relativement lent avec une avance assez lente, avec alors ce qu'on appelle un taux de dépôt, c'est le nombre de kilos de métal déposé par unité de temps qui s'exprime en kilogrammes par heure. Ici est assez faible par rapport au procédé précédent, au procédé semi-automatique. Donc on a cherché à le faire évoluer, à faire évoluer vraiment ce procédé-là avec une apnée automatique de fil qui se situe en bobine, de fil froid ou de fil préchauffé pour améliorer en fait la fusion de ce fil-là. On a aussi tout ce qui est TIG orbital, donc c'est ça en illustration. C'est une tête fermée où on voit ici, alors je ne sais pas si c'est très clair, on voit ici l'électrode en tungstène qui est fixée ici. Alors là, il n'y a pas de buse parce que c'est l'atmosphère entière dans cette tête fermée, c'est l'atmosphère entière qui est remplie de gaz inerte pour la protection. Donc là, on n'a plus besoin de buse. On a une petite crémaillère qui permet à cette électrode, à la soudure, de se faire, de se générer au fur et à mesure et de tourner autour du tube. Donc voilà, on vient fermer cette tête-là et on met en route le cycle qui permet d'obtenir une bonne fusion. Donc il existe des têtes sans apport ou avec apport. Ici c'est une tête sans apport, on ne peut pas apporter de métal fondu lors de l'opération de soudage de ces tubes-là. On va aussi retrouver du Top TIG par exemple, qui est une version robotisée du TIG avec une amenée de fil dans la torche. Du TIG avec apport cadencé, du TIG multicathode, donc au lieu d'avoir qu'une seule électrode en tungstène, on va en retrouver plusieurs. Du CATIG et de l'ATIG, donc on va activer la surface du métal de base, pardon. On va l'activer avec une poudre. Ça c'est un peu plus de l'ordre de la recherche actuellement, mais le TIG orbital, le Top TIG peuvent être utilisés dans l'industrie, dans des versions, on va dire, robotisées.
Alors, des soudures que l'on rencontre assez souvent tout en ignorant leur existence, hein, c'est les soudures par résistance par point, ou PSR. Alors j'ai oublié de vous communiquer ça. Donc ici on a un numéro à trois chiffres, hein, peut-être que vous l'avez noté. Ce numéro à trois chiffres permet de classer et de numéroter le procédé par une norme internationale. Donc, c'est pour ça ici on avait le numéro 212. Le titre qu'on a vu juste avant était le numéro 141. Donc c'est pour ça qu'il y a différents numéros qui ne se suivent pas forcément. Donc là, hein, la soudure par résistance par point, qu'on va retrouver notamment beaucoup dans le milieu automobile, hein, qu'on va retrouver aussi dans le milieu des articles culinaires, hein, généralement pour assembler par exemple des casseroles, hein, pour assembler euh, bah, les manches des casseroles sur les casseroles, on va retrouver des petits points, hein, qui sont des soudures par résistance par point ou quelque chose y ressemblant. Ça fonctionne comme ça. Alors comment fonctionne, hein, ce procédé-là? On va avoir deux électrodes ici, hein, donc qui sont souvent en cuivre. Ici, bon, ça va chauffer un peu, donc c'est pour ça qu'on a une couleur un peu plus noire, noircie. On va avoir d'un premier temps, donc qui est le temps d'accostage, qu'on va retrouver ici, hein, qui est le T1 ici. Donc on a le temps, donc là c'est la force. Donc on vient presser, hein, les deux tôles à assembler ensemble. On vient les presser, les accoster. Donc c'est un procédé auto-conformant, hein. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile. On a moins besoin de précision, hein, pour assembler ces tôles-là entre elles. Donc on vient presser. Après, on a le temps de soudage qui est le temps T2. On vient mettre une intensité de courant entre les deux électrodes en cuivre. Euh, Après, on coupe le temps de soudage et on a un temps de maintien et un temps d'ouverture. Donc on vient maintenir le tout et après on vient ouvrir, hein, cette pince, donc on vient relâcher la pression entre les deux électrodes et ce qui nous permet d'obtenir un, euh, un joint soudé qu'on va retrouver ici, hein, l'espèce de petit œil, le petit noyau, hein, qu'on va avoir ici. Donc ça c'est un noyau fondu, c'est une soudure, hein, qui est entre les deux tôles, donc qui est peu visible, mais on voit toujours une trace d'indentation, hein, du fait de la pression. On va avoir une trace d'indentation sur la surface des tôles. Alors le phénomène physique, hein, là-dessus, c'est un phénomène physique qu'on va utiliser, c'est le phénomène, hein, de conductivité des matériaux. Donc la conductivité pardon, du cuivre est très très faible, hein, c'est pour ça qu'on l'utilise notamment comme conducteur, est très très faible. Par contre, la conductivité entre la tôle, donc, qui est souvent une tôle en acier, euh, et cette électrode en cuivre est assez élevée, donc il y a quand même un échauffement ici. Par contre, la conductivité de la tôle en elle-même, hein, de la tôle en acier, est relativement faible, donc le courant continue à passer. Par contre, la conductivité de l'interface entre les deux tôles est par contre celle-ci très élevée. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un échauffement important au niveau de l'interface et non pas entre l'électrode, à l'interface entre l'électrode et la tôle. Donc c'est ce qu'on va utiliser, hein, comme phénomène physique. Voilà. Alors ici, on va retrouver la friction rotative. Je vous en ai rapidement parlé juste avant, hein, avant d'exposer les différents procédés de soudage. Donc ce procédé-là, hein, comme je disais, donc on va venir faire entrer en rotation une pièce. Hein, donc c'est celle du côté gauche. Celle du côté droit n'est pas en rotation. On a la pièce qui est en rotation. On vient toucher la pièce fixe. Et derrière, dès qu'il y a suffisamment d'échauffement, on vient presser la pièce et on vient relâcher la pièce en rotation et on attend euh, que ça refroidisse. Et du coup, ici, on a une jonction. Une jonction qu'on va retrouver ici, hein, c'est une vue de coupe. Donc ça, c'est un fond de vérin, hein. On voit ici, hein, la partie du vérin et ici, hein, le tube. Donc on voit, hein, ici une fusion, hein, une jonction entre les deux, hein. On a ici, par friction, on a eu un échauffement de la matière et la matière s'est repliée. Ici, on obtient la soudure, hein, la zone de liaison. Souvent, les défauts, hein, qu'on va retrouver sont plus à ce niveau-là, parce que ici, il n'y a pas de
par friction, vu que c'est au milieu, c'est une pièce de révolution. C'est une chauffe par conduction, hein, donc ici on peut souvent avoir des petits défauts. Donc on va retrouver notamment ça dans pas mal du coup, dans les vérins pour faire assembler les tiges et les têtes de vérins notamment. On va retrouver ça sur les soupapes qui vont être des soupapes bimatériaux ou non, hein, mais si elles ne le sont pas, ça permet d'économiser. On a juste à usiner la tête de la soupape et derrière par soudure, par friction, on vient obtenir la partie ronde, hein, la petite partie de la seconde partie de la soupape et la soupape entière. Donc ça permet de faire des économies à place d'usiner le tout. Pardon, à place d'usiner toute la soupape, on va juste usiner la tête et derrière assembler une petite tige. Donc c'est de par ce procédé, en fait, on va pouvoir assembler par exemple des matériaux dits dissemblables, hein, ce qui est souvent le cas pour les soupapes. Voilà. On va aussi avoir le procédé, hein, de soudure par laser, donc le faisceau laser, hein, qui va permettre de fondre. Donc on a plusieurs modes, on a soit le mode Keyhole, qui est un capillaire ou trou de serrure. On vient percer part en part la pièce, hein, les tôles à assembler. Donc le capillaire ici est rempli, hein, de vapeur métallique, hein. On est vraiment en fusion, il n'y a rien, on peut voir à travers. Et de par l'avance, derrière, on vient avoir un bain de fusion en amont qui se reforme en aval au fur et à mesure de l'avance. Voilà. Donc là, on va avoir, hein, les deux pièces assemblées, hein, le faisceau laser qui traverse, et de par l'avance, en fait, un bain de fusion au début qui se reforme derrière. Ici, on voit par exemple, hein, une torche de soudage laser avec un apport en matériaux, hein, avec le faisceau laser, hein, qui, qui vient depuis la source vers cette tête, hein, qui sort d'ici et qui vient toucher la pièce. Ici, un autre bras robotisé, donc on voit la fibre ici, la fibre optique, qui permet d'amener le faisceau laser vers la pièce, hein, vers la tête, puis vers la pièce. On vient retrouver ça. Donc le faisceau laser, on peut avoir plusieurs sources laser. On va avoir des sources par exemple à gaz qui sont appelées CO2, à gaz CO2, ou des sources solides YAG, donc à base d'yttrium, d'agrégat d'yttrium et d'argent. En fait, la principale différence entre les deux, donc les CO2, les lasers CO2 peuvent être transmis que par des jeux de miroirs, non pas par une fibre optique. Donc ce qui les rend plus difficiles à utiliser, hein, dans la vie de tous les jours, parce qu'on va avoir plus des machines cartésiennes ou des chemins de miroir très très chers, hein, pour pouvoir amener le faisceau laser, alors que le YAG peut être amené indirectement par fibre optique, hein. Donc c'est du fait de leur lambda, peut être amené par fibre optique jusqu'à la tête de soudage et opérer du coup une soudure, hein, plus facilement avec un bras robotisé multi-axe. Alors, quelques notions en métallurgie, hein, on est assez rapide, hein, sur ces plans-là. On a plusieurs, hein, matériaux, hein, qui sont soudables, et de plus en plus, en faisant bien attention, hein, qui sont soudables plus ou moins facilement. On va avoir les aciers non ou faiblement alliés, les aciers inoxydables, hein, les alliages d'aluminium, on a une illustration ici, hein, d'une soudure d'assemblage d'aluminium, les alliages de cuivre notamment, que l'on retrouve ici. Donc, généralement, il faut préchauffer le cuivre, hein, pour éviter justement que toute la chaleur, hein, que la conductivité, hein, thermique du cuivre soit trop importante et que la chaleur se parte, hein, la chaleur qu'on vient lui apporter parte. Hein, il faut peut-être préchauffer le cuivre, hein. C'est différentes précautions, hein, qu'il faut prendre pour assembler le cuivre par procédé de soudage. Les alliages de nickel qu'on va retrouver, type Inconel, Incoloy, etc. Et d'autres alliages, hein, qui vont être des aciers nobles, hein, des aciers rares, enfin des métaux rares, pardon, et des métaux nobles, magnésium, du titane aussi, hein, et le zirconium. Donc là, il faut faire faut mettre des précautions en avant, hein, parce qu'on va devoir protéger, hein, notamment ces pièces-là, hein, faire une attention particulière à leur oxydation à chaud, hein,
c'est très sensible sur ce plan-là. Donc il faut faire attention au gaz de protection qu'on va utiliser, hein, à la façon d'apporter le gaz de protection à la pièce, où on va complètement, hein, par exemple, souder sous vide, hein, à l'aide d'un faisceau d'électrons, par exemple. Voilà. Donc, le titane, hein, qu'on retrouve beaucoup dans le milieu médical. Voilà, le titane ici, on a une illustration du titane. Donc on voit qu'il y a un fort réchauffement, hein. On voit les parties, hein, qui deviennent bleutées, hein, du fait d'une protection un peu perfectible, une protection gazeuse perfectible. Alors, donc on a beaucoup de produits d'apport indifférents qu'on vient adapter en fonction des matériaux, hein, qu'on souhaite assembler, hein. Et on peut aussi assembler par exemple des matériaux dissemblables en soudage à l'arc notamment. Donc, je vous ai parlé un peu, hein, des matériaux dissemblables en assemblage mécanique, hein, par friction notamment, mais on peut aussi le faire en soudage à l'arc. Il faut faire, hein, quelques études, hein, pour voir si c'est assemblable, si c'est soudable. Et on va avoir un choix, hein, du matériau d'apport, hein, et du mode opératoire de soudage à utiliser, hein, c'est-à-dire des paramètres électriques du poste à souder, des paramètres électriques, la vitesse d'avance notamment, le préchauffage, le post-chauffage à mettre en place, ainsi que voilà, la vitesse d'avance. On va faire attention un peu à tout ça, hein, ça va dépendre, du coup, des matériaux à souder entre eux. Donc on peut par exemple faire ce qu'on appelle une méthode de beurrage, hein, un beurrage, donc des premières passes dans un autre matériau avant d'arriver au matériau final. On peut être amené à faire ceci. De la formation possible d'intermétalliques qui peuvent être durs et fragiles. Des risques de fissuration, hein, c'est des défauts de fissuration à froid ou à chaud. Et d'autres risques, hein, métallurgiques qu'on peut avoir. Donc ici, on va retrouver, hein, par exemple, le zirconium. On peut l'assembler avec du titane et du zirconium, évidemment. Voilà, donc on a quelques études, hein, qui nous ont permis de déterminer ceci, quelques sujets de recherche aussi qu'on peut mettre en place, hein, pour voir, hein, si une soudure est réalisable, et si tel est le cas, avec quels paramètres, hein, quel mode opératoire utiliser, quelle vitesse, quel préchauffage, où on préchauffe, etc., etc. Voilà. Donc quelques risques, hein, principaux qu'on va retrouver dans la soudabilité des matériaux. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. On a d'une part, hein, la fissuration à froid, qui est due vraiment à une structure de trempe, hein, qu'on va retrouver sur cette coupe macrographique. On va avoir un défaut, hein, ici, hein, qui est à la fois donc la fissure à froid, hein, qui survient là, qui va être due à une structure de trempe, hein, un matériau dur et fragile, un taux d'hydrogène dans la soudure, un taux d'hydrogène, hein, qui peuvent être amenés d'une part, par l'électrode enrobée, si on utilise une électrode enrobée sans l'avoir fait préchauffer au départ, ou par de la graisse, hein, sur la tôle assemblée, hein, sur la pièce assemblée, ou même, hein, par une humidité ambiante, hein, qui peut rester sur cette pièce-là avant assemblage. Et des contraintes. Donc c'est un peu comme le cercle de feu, hein, il suffit de supprimer un des paramètres, hein, et du coup on évite, hein, cette fissuration à froid ici. Donc là, la fissuration à froid est survenue en zone affectée thermiquement. Généralement ça passe par là. Et du coup, hein, ça a cassé avant de rentrer en service, hein. C'est vraiment avant de rentrer en service. Mais par contre, hein, ces fissurations à froid, hein, peuvent survenir généralement 48 heures, voire 72 heures après l'opération de soudage. Mais ça peut aller bien plus loin, hein, ça peut aller jusqu'à une semaine en fonction, hein, de la taille de la pièce, des contraintes, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une fissuration à froid, c'est qu'elle ne survient pas tout de suite après le soudage, mais peu de temps après, hein, 48 heures après. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut être amené à faire, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ça, des contrôles non destructifs qui sont faits sur les pièces à souder, un peu après, hein, 48 heures après la soudure. Voilà.
On a aussi un phénomène qui est le phénomène de fissuration à chaud, qui est notamment dû à la chimie en zone fondue, du fait d'éléments à bas point de fusion. Donc ces éléments à bas point de fusion-là, comme son nom l'indique, en fait, c'est des éléments qu'on va retrouver dans la zone fondue, de par la composition soit du matériau d'apport ou des matériaux de base. C'est des éléments chimiques qui ont une température de fusion et une température de solidification, surtout, inférieure à la température de solidification des matériaux, des autres éléments. Et du coup, en fait, on va avoir une agrégation en fait de ces éléments-là au niveau central de la soudure. On la retrouve ici, qu'on retrouve cette fissuration à chaud au milieu de la soudure. Donc ces éléments-là sont toujours liquides et dès qu'on y applique du coup des contraintes, dès qu'on vient tirer dessus, la résistance d'un liquide est assez faible, donc on va avoir cette fissure qui vient se générer dans le long, dans le bain de fusion. Donc ça peut être soit, on va dire, parallèle au bain de fusion, qui suit le bain de fusion, ou perpendiculaire dans les stries de solidification, par exemple. Donc ça, c'est visible par contre, vu que c'est à chaud, c'est visible juste après, ça intervient juste après la soudure. Donc on peut soit l'avoir en visuel ici, ce qu'on voit très bien, ou avec des contrôles non destructifs de surface de type ressuage, donc soit avec un révélateur rouge ou un révélateur ultraviolet, ou de la magnétoscopie par exemple. Je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec les contrôles non destructifs. Et aussi, du coup, ça va être primordial aussi de surveiller la forme du bain. Plus le bain est allongé, moins il est large, en fait, plus on a des risques d'avoir ce phénomène de fissuration à chaud lorsqu'on a une chimie en zone fondue avec des éléments bas de point de fusion. Voilà. Alors, quelques points sur l'industrialisation. On va avoir en fait plusieurs critères, comme je vous ai présenté avant. On va avoir beaucoup de procédés de soudage à notre disposition, soit au sein de l'entreprise. Certaines entreprises ont plusieurs procédés de soudage chez elles et en maîtrisent plusieurs. Parfois, on n'en a qu'une. Et aussi, on va aussi avoir une problématique vis-à-vis du coup de la métallurgie des pièces assemblées. Donc, on va choisir en fonction de ça nos procédés. Donc, il y a plusieurs critères de choix des procédés qui sont à disposition, à votre disposition pour choisir plutôt un procédé d'assemblage plutôt qu'un autre. On va avoir les coûts d'investissement et de fonctionnement. Donc, si on l'a pas au sein de l'entreprise, il va falloir se porter acquéreur de ce procédé de soudage-là, ce procédé d'assemblage. Donc, évidemment, on va avoir un certain coût. D'une part, le coût de la machine, d'autre part, le coût du personnel à former ou à qualifier le cas échéant, si on a besoin d'avoir une qualification de soudeur ou d'opérateur. On va avoir aussi un coût d'apprentissage sur cette machine. Et derrière aussi un coût de fonctionnement avec des consommables, par exemple le gaz, l'électricité. Bon, ce qui coûte le plus cher dans une soudure, pour effectuer une bonne soudure, c'est vraiment les dépenses de personnes, des opérateurs ou des soudeurs ou de la fonction autre. On va aussi avoir une facilité de mise en œuvre en fonction de l'assemblage à réaliser. On va aussi avoir des notions du coup de productivité, de la vitesse de l'assemblage. Soit on va chercher à aller très vite en déposant très peu de métal, ou alors on va chercher à avoir une très forte profondeur de pénétration en une seule passe, qui va permettre d'augmenter cette productivité. Donc, par exemple, sur les assemblages laser, on peut retenir par exemple que 1 kW à 1 mètre par minute permet de souder 1 millimètre d'un coup. Donc plus on augmente la puissance, plus on va avoir soit la puissance de la source, soit on va avoir une meilleure vitesse, une vitesse plus importante de soudage, ou alors une pénétration plus importante, qui va nous permettre d'assembler deux pièces l'une avec l'autre
plus rapidement, hein, de par l'utilisation, hein, du procédé laser par rapport à un autre procédé où on va devoir faire une préparation, ouvrir un chanfrein, déposer plusieurs couches successives pour obtenir une soudure comme il faut. Donc voilà, on a plusieurs notions. Cependant, le laser coûte cher par rapport à une soudure par mag, hein, par exemple. Voilà. On peut avoir différentes notions de productivité pour choisir un procédé plutôt qu'un autre. On va aussi avoir des tolérances, hein, d'accostage qu'on arrive à obtenir avant, bon, ou après. On peut revoir aussi la conception de la pièce en fonction du procédé qu'on veut mettre en place. Euh, donc ils vont permettre d'avoir une bonne tolérance, d'avoir une préparation des pièces, hein. Il y a certains procédés, laser notamment, demandent des tolérances d'accostage, de préparation des pièces et des outillages, pardon, qui coûtent plus cher, relativement plus cher. Tout ça va rentrer en ligne de compte. Les déformations induites. Il y a certains procédés, hein, le TIG notamment, déforme beaucoup plus les pièces que d'autres procédés de soudage. Donc si on va avoir une pièce sans déformation ou sans trop de coups de on va dire déformation pour avoir une pièce droite, on va dire une reformation. Euh, donc chaque procédé de soudage va amener des déformations, hein, donc il faut faire attention à ça aussi. Et la possibilité d'usage en manuel ou sur chantier. Donc l'électrode enrobiste, il porte très bien. Le TIG aussi, le MAG aussi, mais il faut quand même amener une bouteille et une source. Le laser, bah là on est en automatique, hein. On est avec un procédé monté sur robot, hein, robotisé, donc là on peut pas l'utiliser en manuel ni sur chantier. On va avoir aussi, du coup, derrière aussi, le pendant, la facilité d'automatisation, hein, de robotisation, la flexibilité et les étendues des conceptions accessibles, hein. On va avoir plus ou moins de conceptions en fonction, hein, du procédé choisi. Certains procédés obligent à souder d'une certaine façon. Par exemple, la soudure par point nécessite un accès, hein, des deux côtés des tôles, hein, pour pouvoir, hein, assembler les pièces entre elles. Donc on va peut-être l'évacuer, hein, en fonction de ne pas choisir ce procédé-là, en fonction de ce qu'on a assemblé. Travaux sur chantier, bon, c'est un peu ça rejoint, et en extérieur, hein, ça rejoint ce qu'on a avant. Et l'esthétique. Quelle esthétique on veut avoir? Certains donneurs d'ordre vont privilégier, hein, l'esthétisme de leur pièce, l'esthétisme final de leur pièce. Donc certains procédés vont pas forcément convenir sur ce point-là. Voilà, donc en industrialisation, comme on disait, en conception, hein, il faut bien prévoir l'accessibilité des assemblages, limiter, hein, les différences d'épaisseur, gérer aussi les tolérances dimensionnelles. Faut gérer un peu tout ça, hein, pour pouvoir assembler correctement une pièce. Et en fabrication, hein, bien maintenir, hein, ces éléments à assembler par l'usage d'outillage notamment ou de pointage. Préparer les surfaces. Comme je vous ai dit, il y a un risque avéré de fissuration à froid sur certains aciers. Si notre surface est humide et graisseuse, on peut avoir cette fissuration à froid, mais aussi on peut aussi avoir des porosités, hein. Quand on vient souder de l'eau ou de la graisse, hein, on va avoir une ébullition, hein, de ces zones-là, et du coup qui vont rester enfermées dans le bain de fusion, hein, du coup ce qui va donner par exemple des porosités. Le parachèvement des soudures, qui peut être important, hein, à la fatigue, et du coup, hein, nécessite par ce biais-là un savoir-faire technique important, hein, qui peuvent être du coup, euh, on va dire, qualifiés, voilà, qualifiés soit par des qualifications de mode opératoire de soudage, donc qui qualifient l'entreprise, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, hein, avec la norme 15614 notamment, ou les qualifications de soudeur, avec la norme 9606, qui permettent de qualifier le savoir-faire technique du soudeur ou de l'opérateur soudeur sur des pièces, et qui permettent de dire mon soudeur peut faire cette pièce-là, hein, ou je peux faire cette pièce-là sans aucun souci.
Et derrière, on a une notion de qualité qui peut nécessiter de faire des contrôles destructifs, donc les coupes que vous avez pu voir notamment tout au long. Donc on peut faire des coupons témoins ou des coupes pour les qualifications, on est obligé de faire des coupes pour voir s'il y a des défauts au niveau de la soudure. Et aussi des contrôles non destructifs qui peuvent être faits en amont lors de la qualification notamment, ou, ou après coup, ou en aval, lors de la fabrication pour contrôler une pièce. Donc certains demandent des contrôles à 100%, par exemple en ressuage ou en radio, en tomographie. Enfin, il y a beaucoup de procédés qui existent de contrôle non destructif. Mes collègues du pôle MCO peuvent vous en parler bien mieux que moi. Et donc qui permettent de vérifier la présence de fissures ou autre chose, ou d'autres défauts qui sont rédhibitoires, une mauvaise pénétration par exemple. Voilà. Par exemple, en industrialisation, on va pouvoir utiliser différents. Alors là, je fais un petit focus sur des outillages. On va pouvoir utiliser le pointage qu'on retrouve ici, pardon, hop, qu'on va retrouver ici. On vient pointer préalablement avec une petite fusion. Donc là, je pense que c'est fait en TIG. Les tôles et derrière on vient ressouder, donc on vient redétruire ces points-là, mais par contre les tôles ne vont pas bouger entre elles lors du soudage. On va pouvoir aussi utiliser des clames, des centreurs. Donc on est venu préalablement assembler, donc là c'est des tôles de fortes épaisseurs, on est venu mettre ces clames ici pour pouvoir faire souder le chanfrein qu'on retrouve là. On va pouvoir faire le chanfrein. Ici on a une pièce martyre qui va permettre d'avoir une soudure propre dès le début pour éviter le départ de la soudure est souvent un peu plus complexe à réaliser, où on va avoir des défauts. Ça permet de mettre ces défauts-là sur une pièce martyre. On va pouvoir avoir des pinces qu'on va retrouver ici pour assembler ici de la tuyauterie, des bancs, des assemblages par ténomortaise qu'on retrouve là, et des gabarits de montage. Voilà, on vient préassembler et derrière on vient souder. Voilà. On va retrouver ici en positionnement pour le mouvement et positionnement. Donc ici on va retrouver un assemblage, un outillage qui va permettre de faire cet assemblage à l'arc électrique, ici en mag. Donc on va pouvoir aussi utiliser en industrialisation pour faire des mouvements, soit des robots qu'on a pu voir préalablement, des positionneurs, où là c'est le soudeur manuel pardon, qui tient la torche, etc. Mais derrière, il y a un positionneur qui va permettre de mettre en position la pièce pour qu'il se sente le mieux possible, qu'il puisse souder dans une position facilitée, qui va faciliter la position de soudage, qui va éviter de souder en se mettant à l'intérieur, voilà, avec une bonne vision, etc. On va aussi avoir ici des vireurs qu'on retrouve sur ces zones-là, donc qui vont permettre de virer et de mettre en position les tubes ou toute pièce de révolution. Ici, on va retrouver une potence avec un procédé, alors je ne sais pas lequel c'est, au bout, ça peut être du soufflu par exemple, accompagné d'un vireur qu'on retrouve là. Du coup, on vient assembler directement en ayant la bonne position, la pièce de révolution qu'on retrouve ici. Ici, on retrouve des fulbières qui sont assemblées par procédé mag. On vient faire tourner ce fût et puis venir assembler par soudage. Donc ça, c'est plus un tour. Et ici, un chariot automoteur qui permettent d'automatiser pour des grandes longueurs le soudage mag avec un soudeur qui vient suivre. Donc le chariot va se déplacer automatiquement, va suivre son chemin. Donc il est souvent aimanté pour éviter qu'il se redresse avec des roues aimantées. Donc ça va suivre son chemin et ça vient faire un assemblage ici tout le long. Et le soudeur est là pour vérifier la mode marche de ce chariot automoteur. Et ça va lui économiser, lui, de tenir la torche et d'avancer en changeant de vitesse, en faisant des reprises, etc. Donc là, on peut le faire à la soudure, tout d'un coup, tout d'un bloc, et d'aller tout droit. Voilà. Qui va faciliter ces soudures un peu plus simples.
Alors là, on va passer à une partie des comportements de désassemblage soudé, hein. Qu'est-ce qui arrive à ces assemblages soudés, hein, lors des utilisations, hein, lors de l'utilisation de ces assemblages-là. Donc on a au CETIM, on a on fait beaucoup d'analyse avaries, hein, donc les industriels ou les utilisateurs viennent nous adresser directement les pièces rompues, et on vient faire du coup des analyses, hein, pour déterminer le mode de ruine en service, hein, qui peuvent être de plusieurs ouais, qui peuvent être plusieurs causes, hein. On avait analysé ici 338 cas en soudage au CETIM, hein, sur 10 ans entre 2002 et 2012. Et on a relu les rapports et du coup ce qui nous a permis de donner ces chiffres-là, donc en tout cas de ce qui nous arrive en analyse d'avarie, de défaillance. On va avoir une grosse part, hein, de fissuration par fatigue, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur ce plan-là lors de la présentation. Hein, on va avoir 56%, hein, de ruines, hein, de ruines en service du fait de la fissuration par fatigue. On va avoir 21%, donc là je parle que des soudures, hein, 21% en corrosion, et quelques ruptures ductiles, on va avoir 7%, et ruptures fragiles, 16%. Donc on a une grosse part en corrosion et fissuration par fatigue, hein, de l'ordre de 80%, et moindre en rupture, brutale, rupture ductile ou rupture fragile. Rupture brutale, hein, c'est quand on vient tirer dessus et qu'on dépasse, le seuil acceptable, hein. Les contraintes dépassent la résistance de la soudure et viennent à une rupture, hein. Ça peut être dû à des défauts, hein, par exemple, des défauts d'assemblage, hein, qui cassent lors de ces contraintes-là. Voilà par exemple un petit exemple, hein, d'un cas qu'on a pu avoir, hein, un rond assemblé sur un fond. On va avoir ici, on aperçoit ici, hein, du coup les différents cordons de soudure, et on a eu une rupture, hein, sur ce plan-là, une rupture par fatigue, hein. On voit les fronts, hein, d'avance, hein, le front d'avance de la fissuration par fatigue ici, on le distingue un petit peu à l'œil nu avec les amorces, hein, qu'on voit tout ici, qui est dû surtout à une mauvaise conception, hein, une dimension, un mauvais dimensionnement, un choix du matériau un peu sensible, et aussi, hein, surtout une géométrie de surface, hein, qui est défavorable. Alors, on va retrouver ici les bourrelets de soudure, et on va avoir des concentrations de contraintes de par ces accidents de forme, hein, qu'on obtient, hein, lors de la soudure. On va avoir ces concentrations de contraintes, et ici on voit, hein, par exemple, hein, sur la coupe qui a été faite perpendiculairement à la pièce, hein, comme ceci, on va voir, hein, vraiment des amorces, hein, de fissuration, hein, au niveau des bourrelets. Et ici, la fissuration, hein, qui a fait une ruine totale, hein, de l'élément, hein, de l'élément soudé. Donc ce qu'on va chercher à faire, hein, pour limiter ça, hein, c'est on va rechercher des transitions macro et microgéométriques, hein, progressives, non anguleuses. On va chercher à avoir une soudure concave, hein, en soudure en angle, hein, ici, plutôt qu'une soudure convexe, hein. Donc on peut aussi faire euh, du post-traitement, hein, par exemple du martelage haute fréquence ou des refusions TIG, hein, qu'on retrouve ici, pour améliorer, hein, le pied de cordon ici, hein, pour améliorer pardon, le rayon ou l'angle, hein, de raccordement qu'on va trouver ici, qui est une zone, hein, particulière et qui est une zone de concentration de contrainte. Donc on va chercher à l'avoir le plus doux possible, d'avoir la transition la plus douce possible pour éviter trop de concentration de contrainte. Hein, par exemple, ici, on va trouver, par exemple, sur des extrémités d'éléments rapportés, en bout, ici, on va chercher, donc la soudure, hein, se trouve ici, on va chercher à avoir quelque chose, hein, du plus doux possible, hein, le plus doux possible, pardon, en faisant un contournement ici avec le moins d'efforts, avec le moins d'accidents de forme sur le bout, hein, qui est souvent, de par l'élément rapporté, une zone de concentration de contrainte qui est accentuée, hein, par la soudure, hein, par la présence de la soudure et de l'accident de forme. Donc on va chercher par exemple à démarrer ici et de faire le contournement et d'arrêter de l'autre côté en faisant une seule passe. On ne va surtout pas s'arrêter au bout de l'élément rapporté. Voilà pour les cordons de soudure et la tenue à la fatigue. Hein, ce qu'il faut retenir, hein, le plus important en conception à fatigue,
c'est vraiment la géométrie locale, hein. Après, l'influence du matériau, hein, concerne que la capacité de déformation du métal, elle est directement liée au module Young. Donc prendre un module équivalent, une tenue équivalente, donc prendre un matériau avec un acier par exemple, avec des caractéristiques mécaniques bien supérieures ne sert pas forcément parce qu'ils vont avoir le même module Young. Donc on va chercher soit à changer de matériau pour avoir un module Young supérieur, soit vraiment faire attention à la géométrie locale. Donc voilà, recommander, avoir des transitions douces, du joint soudé, on travaille toujours sur cette géométrie-là, revoir le tracé général de l'assemblage, dans une optique de simplification, aussi pour assurer une bonne transmission, hein, une transmission directe des efforts, sans trop passer par la soudure, sans trop passer par les accidents de forme, et aussi redimensionner en augmentant par exemple les épaisseurs ou les inerties. Voilà, on va chercher à jouer là-dessus. Mais en premier lieu, hein, vraiment les transitions douces, hein, du joint soudé. Alors, on va aussi avoir des cas de corrosion, donc je vais passer assez rapidement dessus, qui vont être généralisés, intergranulaires, caverneuses, par piqûre, sous tension, feuilletante, voilà, avec des spécificités liées au soudage, hein. On va avoir une moins bonne tenue à la fissuration, à la corrosion de la soudure, hein, du fait de l'enrichissement en oxygène. Malgré la protection qu'on essaie de lui apporter, on va avoir un petit enrichissement en oxygène. Donc on va avoir une tenue moindre au phénomène de piqûration, de corrosion par piqûration. On va aussi avoir le cycle thermique du soudage qui va affecter défavorablement, décidément, le matériau de base. Et aussi, de par l'accident de forme, hein, généré par la soudure, on va avoir une zone de confinement. On peut obtenir une zone de confinement ou de rétention au niveau des assemblages soudés. Donc on va chercher à les limiter, à les éviter au maximum. Et surtout, il faut faire très attention à l'exécution des soudures sur les aciers inox. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Donc voilà, hein, ce qu'on peut obtenir sur une soudure en acier inoxydable. On peut avoir la formation, hein, de ce qu'on appelle du rochage, hein, qui est une formation spongeuse à la racine d'une soudure, par manque de protection en verre. C'est pour ça qu'on vient inerter toujours un tube en acier inoxydable, surtout quand il y a de l'eau qui circule, un liquide, n'importe quel liquide qui circule. On vient inerter, donc mettre un gaz inerte à l'intérieur du tube pour faire une bonne soudure. Donc ça, c'est dû à l'oxydation du chrome, hein, dès qu'on a une pollution par oxygène, hein, de l'ordre de 1% à l'intérieur. Donc on va avoir cette formation-là. Or, ce rochage, en fait, va faire des zones de rétention et va générer de la corrosion qu'on appelle caverneuse euh, au niveau du matériau, hein, au niveau de la soudure. Et ce qui va entraîner une rupture, une défaillance de ce système-là, hein, qui va entraîner une fuite au niveau de la soudure. Donc, on retrouve ici. Voilà par exemple une illustration. Hein, ici, on a une soudure assemblant en bout à bout un tube, hein, deux morceaux de tube. Et ici, le rochage, hein, on voit que c'est très accidenté, qu'on retrouve ici. Et on va avoir en fait de l'eau qui va rester, hein, le liquide, hein, ici c'était de l'eau pour le coup, qui va rester à l'intérieur et qui vient faire une corrosion, hein, caverneuse. Et ici, on a le chemin de fuite, hein, la petite fuite qu'on retrouve ici, qu'on a là, hein, à votre droite, hein, qu'on retrouve ici. Donc le chemin de fuite fait la totalité. Du coup, on a une fuite au niveau de la soudure. La soudure n'assure plus l'étanchéité et le bon assemblage, hein, comme on souhaitait l'avoir au début. Donc vraiment, ça en plus, on peut le limiter par un bon inertage, hein, de la soudure en envers, hein, bien inerter le tuyau peut permettre, hein, d'éviter cette formation de rochage là, hein, qui est aussi à faire euh, ou à regarder vraiment au niveau des points. Lorsqu'on fait des petits points, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était présenté juste un peu avant, on vient assembler des petits points pour préassembler vraiment notre tube. Si on préassemble, si on fait un point trop appuyé, on peut avoir la formation d'un rochage localisé et derrière du coup une corrosion et un percement. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir et ce qu'on peut dire, hein, rapidement sur le phénomène, hein, de rochage. On va retrouver la même chose, hein, si on fait une bonne soudure
Mais si on fait une pénétration partielle, hein, si on pénètre pas totalement, hein, si on fait un défaut de type manque de pénétration, si on n'est pas venu refondre la totalité de l'épaisseur, on peut avoir aussi ce phénomène de corrosion caverneuse derrière qui vient se former. Voilà. Donc voilà, le phénomène, hein, c'est une corrosion caverneuse, comme je vous ai dit, à la faveur de l'état de surface rocher en racine. Soudage sans protection en verre et remède, hein, vraiment observer les règles de l'art avec un inertage à l'argon ou à l'azote, parfois en rajoutant un peu d'hydrogène, avec un balayage de 3 volumes, ce qui permet d'avoir 1% d'oxygène résiduel. Donc on va mettre 3 volumes, hein, 3 volumes de gaz dans le tuyau pour obtenir 1% d'O2 résiduel. Donc il faut bien sûr prévoir une petite sortie, hein, pour l'O2, hein, pour qu'il puisse partir, qu'il puisse quitter le tube. Et derrière, hein, effectuer un décapage, repassivation non nécessaire pour véhiculer de l'eau potable, uniquement si l'inertage est parfait. Généralement, on passe par une phase de décapage passivation par différents acides, hein, qu'on vient rajouter dans le tube. Alors, un rapide tour sur le soudage parmi les autres techniques d'assemblage, hein. On a un référentiel, hein, en avantage, on a un référentiel réglementaire, donc des normes donc, qui s'appliquent à tous, ou des codes, hein, qui s'appliquent plus à des secteurs industriels particuliers, qui est très conséquent, Il me semble qu'on a plus d'une centaine de normes, hein, plus de 150, il me semble, de mémoire. On va avoir une bonne résistance mécanique aux rigidités, une assez bonne productivité, une bonne aptitude à l'automatisation selon les procédés, selon les choix de procédés, une bonne étanchéité et une bonne résistance à la corrosion. Donc on observe, hein, quand on adapte, hein, d'une part le procédé et qu'on observe les règles de l'art du soudage. Par contre, impossibilité du démontage, hein, on peut démonter par l'aide de meules ou autre, mais ça compte pas vraiment. Le besoin d'une technicité importante, donc technologie, métallurgie notamment. L'aspect des cordons qui peuvent être rédhibitoires, hein, selon le donneur d'ordre. L'apport de chaleur à la pièce qui va générer des déformations, ou il y a un apport de chaleur qui vient détruire, hein, la pièce, l'assemblage, hein, qui est en dessous, hein. Par exemple, si on a du plastique ou d'autres produits à l'intérieur de l'assemblage soudé, on peut avoir une destruction, donc il ne faut pas utiliser ce soudage dans ces cas-là. Et derrière, hein, des défauts de soudage qui sont générés, hein, lors de l'assemblage, et le contrôle du procédé qui est assez difficile à mettre en place, hein. On doit mettre en place une grosse technologie, hein, donc contrôle non destructif derrière. Voilà, on va avoir rapidement en conclusion, hein, le soudage qui va faire appel à de nombreux phénomènes physiques, hein, je vous en ai présenté quelques-uns, mécaniques et métallurgiques. On va avoir derrière des personnels, hein, de ce fait-là compétents, qualifiés et formés, de nombreux procédés, de nombreuses conceptions différentes. On va avoir plusieurs conceptions, plusieurs procédés différents en fonction des pièces assemblées, ou même, hein, une même pièce va être assemblée avec un procédé différent selon le donneur d'ordre, hein, selon l'entreprise, hein, qui fabrique cette pièce, hein, selon le fabricant. Des préparations et des méthodes de contrôle a priori et a posteriori. Aussi une terminologie scientifique, hein, je vous en ai parlé un petit peu en début de cette présentation. Et évidemment, hein, l'obtention de soudure de qualité va nécessiter l'implication, hein, de tous les services de l'entreprise, depuis le bureau d'études, pour une bonne faisabilité, jusqu'au contrôle qualité en passant par les approvisionnements de matière et les méthodes et la fabrication. Donc voilà, un peu, hein, pour vous donner un petit panorama, hein, du soudage sur cette partie-là. Donc je vous invite, hein, pour aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin, on a 18 formations CETIM Academy, vraiment dédiées au soudage, qui peuvent être faites soit en inter, donc à l'intérieur du CETIM, ou chez vous. Donc voilà, il y a un petit lien pour les formations soudage que vous pouvez suivre. Il y a de nombreux événements, hein, suite à la crise, hein, du corona. On a de nombreux événements qui sont proposés en présentiel ou à distance, hein, notamment un webinar sur les réseaux fluidiques qui aura lieu le 28 avril. Un accès à la mécathèque, hein, si vous êtes cotisant, vous avez accès à notre mécathèque avec des notes de veille, des résultats d'actions collectives, etc. Notre chaîne YouTube,
et nos différentes solutions d'accompagnement, hein, si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez un problème, hein, nous pouvons pardon, vous accompagner, hein, sur cette problématique qu'est le soudage. Voilà. Je vous remercie, hein, de votre écoute. Si vous avez des questions. Oui, merci Monsieur Lebras pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Lebras. Dans les critères de choix d'un procédé de soudage, comment faire la distinction entre deux procédés apparaissant comme appropriés? Bah, ce qu'on peut mettre en place en fait, hein, nous c'est ce qu'on fait, hein, dans notre donc on peut aider des industriels, hein, vraiment à choisir un procédé de soudage plutôt qu'un autre, ou à plusieurs procédés d'assemblage de soudage, hein, je parle de soudage mais aussi d'assemblage. Donc on a mis en place en fait des critères, hein, de pondération où on vient, bah, noter en fonction de différents éléments, hein, par exemple l'esthétisme, la productivité, et cetera, hein. Donc si c'est très important, on va donner une note un critère de pondération de 4, et derrière on vient faire une note sur un procédé de soudage, et derrière on va obtenir bah, une petite note, hein, sur une centaine de points, et puis on va essayer de choisir le procédé qui se détache réellement, ou essayer deux procédés, hein. Parfois on peut avoir deux procédés d'assemblage bah, qui peuvent arriver, hein, qui peuvent être appropriés, hein, pour assembler la pièce. Et on peut faire différents essais pour voir ce qu'il en est derrière, voir ce qui est le plus adapté à votre production, à la production. Très bien. Question suivante. Comment détermine-t-on les causes de rupture d'un assemblage soudé? Du coup, nous ce qu'on fait, hein, donc au CETIM, on peut, ou d'autres laboratoires, ce qu'on va faire, on met en place en fait un plan d'action, hein, derrière. On va recevoir, hein, la pièce soudée, la pièce rompue. Et derrière, on vient mettre en place donc d'abord un contrôle visuel, un global avec un reportage photographique notamment. Et derrière, on vient regarder le faciès, hein, quand je vous ai présenté la petite pièce rompue en fatigue. On vient observer le faciès à fort grossissement par une loupe binoculaire ou en allant jusqu'au microscope électronique à balayage pour vraiment observer en fait bah, le phénomène, et observer le faciès de rupture, déterminer si c'est une rupture par exemple brutale, fragile ou brutale ductile en fonction bah, de ce qu'on peut lire sur le faciès, ou de la fissuration par fatigue où on va observer justement les traits de fatigue, hein, les traits de fissuration successive, les fronts de fissuration successifs, pardon. Et derrière, on vient faire une coupe, assez souvent faire une coupe, pour observer bah, la propagation de la fissure, si c'est une fissuration par fatigue, ou le cheminement de la fissure, hein, pour d'autres types de ruptures. Donc on vient mettre en place différents éléments. On peut faire aussi des contrôles de dureté pour voir si on a une structure dure et fragile, ou aussi bah, des contrôles derrière destructifs, hein, de type traction ou autre pour s'assurer, hein, du bon état du matériau, pour vraiment comprendre d'une part bah, le phénomène de rupture, hein, le phénomène qui a mené à la cause de la défaillance, et derrière bah, essayer de proposer des solutions correctives ou curatives pour éviter bah, que cette défaillance ressurvienne, hein, sur le même type de produit. Donc ça peut toucher à la conception, à la fabrication notamment, ou l'utilisation aussi dans des cas plus rares. Très bien. Question suivante. Pouvez-vous donner des exemples de matériaux métalliques non soudables? Alors on va retrouver certains alliages d'aluminium, certaines séries qui vont être non soudables ou très difficilement. On va aussi avoir, donc là on fait une étude en ce moment sur les aciers de mécaniciens, donc des aciers avec des carbones assez forts, assez élevés, qui vont générer justement ces phénomènes de fissuration à froid. Donc on fait un calcul, hein, dit de carbone équivalent. On vient calculer bah, en fonction de différents éléments euh, un résultat, hein. On a ce coefficient-là, et en fonction de ce coefficient, on peut déterminer si cet acier est non soudable ou non.
On peut aussi avoir des problématiques sur des fers anciens, notamment dans de la rénovation, où on va avoir justement de par la structure du fer qui peut être, on va dire, lamellée, on peut avoir des phénomènes d'arrachement lamellaire. Donc ça, c'est quand on a un peu trop de manganèse dans le fer à l'époque. Donc on peut avoir des phénomènes de voilà, ces fers-là qui sont non soudables. On va avoir aussi, par exemple, certains cuivres, certains cuivreux, le cuivre pur non désoxydé, par exemple, qui va être difficilement soudable, voire pas soudable du tout, qui va être fragile, donc qui va pas tenir derrière. Donc on peut avoir ces problématiques de, de soudure, ces problématiques d'assemblage, qui peuvent être vérifiées de par, d'une part, la métallurgie, des éléments chimiques qu'on va retrouver à l'intérieur pour trouver des solutions, pour dire si c'est soudable ou non, et en adaptant des fois en adaptant aussi le produit d'apport, notamment les fontes. Certaines fontes sont non soudables. Voilà. Donc on va avoir des phénomènes de fissuration, des phénomènes métallurgiques qui rendent impropres au soudage certains produits métalliques. Question suivante. Sur quel logiciel peut-on simuler le comportement d'un assemblage soudé? Euh, alors là, je suis un peu court là-dessus. Je sais pas, j'ai un collègue qui, je vous inviterais bien à me reposer la question par le biais du SQR ou mon adresse mail que je vous ai donnée, parce que j'ai un collègue qui travaille dessus. Donc il pourra vous donner le logiciel qu'il utilise en élément fini. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là avec lui, donc j'ai pas le nom du logiciel en tête. Je suis désolé. Bien, question suivante. Le maintien des pièces entre elles peut se faire par pointage suivant quelle règle? Longueur des points, distance des points. Alors on va avoir, oui, on peut mettre différentes longueurs. Bon, généralement, on essaie de faire les points les plus petits possibles, mais qui sont suffisamment importants pour tenir la pièce, qui sont suffisamment petits pour faire une refusion, pour les refondre totalement. Et on va en mettre, comme vous dites, plusieurs. On va en mettre on va en mettre par exemple tous les 50 mm, tous les 10 mm en fonction de la tenue. Des fois, quand les points sont mal faits, je pense que ça a été le cas, la personne qui a posé la question, on peut avoir des ruptures des points en cours de soudage. Lorsqu'on soude, on peut avoir des points qui cassent, donc c'est des bruits assez secs. Et là, on va plus assurer justement la bonne mise en position des tôles assemblées ou des produits à assembler. Donc, il faut rajouter des points. C'est assez. C'est des retours, pas mal de retours d'expérience généralement. Mais on peut avoir, si besoin, si ça rentre dans un système de normes ou de qualification, on peut qualifier ces pointages-là, on peut qualifier le pointage et derrière pouvoir assurer un bon pointage par des essais. Mais c'est assez compliqué, mais soit on en met plusieurs, soit on fait des points un peu plus longs, ça va dépendre, mais tout en gardant à l'idée que ce point-là, faut qu'il disparaisse, qu'il soit refondu totalement lors de la mise en fusion de la soudure. Question suivante. Quel type de soudage utiliser aux charpentes métalliques? Alors, ce qu'on va utiliser en charpente, alors il y a plusieurs procédés qui peuvent être utilisés, notamment pour l'assemblage sur chantier ou sur site. On va pouvoir utiliser l'électrode enrobée, dont je vous ai présenté rapidement au début. On va pouvoir aussi utiliser le semi-auto, le MAG, euh, pour faire des soudures un peu plus grosses, donc sur chantier ou sur site. Et on va aussi utiliser, notamment pour faire les soudures des IPN, on va aussi utiliser le procédé, ce qui permet de souder les poutres IPN. On va utiliser le procédé de soudure sous flux, où on vient remplacer en fait, pardon, ça marche un peu comme le procédé MAG.
Sauf qu'on est venu, donc il y a un fil électrode, et on est venu remplacer le gaz par du flux. Ce flux-là, hein, qui est un peu équivalent au flux, hein, de l'électrode enrobée, hein, sauf il est liquide, hein, c'est des granules, hein, des petits granules, va, va fondre et participer, bah, à la zone fondue, hein, va venir participer, donc on va avoir un bain plus volumineux et bah, qui est assez tolérant, hein, par le même fait. Et on peut utiliser, bah, plusieurs fils, par exemple, hein, pour augmenter, hein, vraiment ce volume de bain. Donc voilà, ça on peut l'utiliser en préfabrication. Sauf que le problème, c'est qu'on peut utiliser le soudage sous flux, bah, que en position verticale ou en angle. Parce que bah, si on le fait ce qu'on appelle au vertical, donc c'est vraiment perpendiculaire aux forces d'attraction de la Terre, à la gravité. Par contre, si on le fait au plafond, voilà, bah, le flux va pas pouvoir rester, hein, contrairement au gaz, hein, mais il va retomber. Et derrière, on va pas pouvoir faire un assemblage, un sous-flux. Donc c'est pour ça que on, on fait du sous-flux en automatisé dans ces positions-là. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'obtenir, bah, ces grosses soudures, hein, sur les poutres IPN. Question suivante. Quelles sont les règles d'or pour réussir un soudage sur le plan pratique? Alors les règles d'or, c'est vraiment, bah, de chercher, bah, les paramètres en amont, hein, de trouver les paramètres les plus robustes possibles. C'est-à-dire que si on va avoir un mauvais assemblage, enfin un mauvais préassemblage, un jeu trop important, donc c'est vraiment le jeu qui est entre deux pièces, un désalignement ou autre, il va être compliqué de le mettre en place. Donc si on a des paramètres de soudage qui sont un peu trop resserrés, on va faire des défauts. Donc il faut avoir des paramètres de soudage qui permettent d'avoir un petit peu le jeu, un petit peu de désaxage. Et donc ça c'est normé aussi, on a des normes de défaut, hein, c'est quand même un défaut. Donc il faut rester dans les clous. Donc il y a vraiment la préparation, hein, qui reste, bah, primordiale, hein, c'est derrière pour faire la pièce bonne. Il faut arriver à avoir une bonne préparation, une pièce bien nettoyée, enlever les oxydes, hein, sur la pièce, etc. avant de l'assembler, faire une bonne jonction, limiter le jeu ou en mettre un petit peu, hein, ça va dépendre de ce qu'on va faire, hein, de ce qu'on a trouvé comme paramètre. Et derrière, bah, avancer sur la soudure en adaptant, en mettant, bah, notre mode opératoire en route. Mais le travail se fait, bah, beaucoup en amont et derrière, hein, c'est vraiment la préparation qui va permettre d'avoir une soudure bonne, hein. On voit des fois des défauts au CETIM, on en voit certains. Euh, on se dit, bon, bah, il aurait pas pu mieux faire, le soudeur aurait pas pu mieux faire vis-à-vis de la préparation de la soudure. Alors des fois, c'est lui qui prépare la soudure, mais ça peut être aussi un préparateur externe qui vient préassembler la soudure, hein, qui vient préassembler les pièces, qui vient les accoster, etc. Et derrière, le soudeur qui fait la soudure, mais vraiment le boulot, hein, la règle d'or, les règles d'or, c'est vraiment dans la préparation, et puis bien appliquer son mode opératoire de soudage, le faire en propreté, bien nettoyer sa pièce après, donc bien appliquer, hein, certaines choses. Et par exemple, en soudage, hein, comme on a vu, en soudage de tuyauterie, bien inerter en tuyauterie d'acier inoxydable, bien inerter l'arrière, hein, l'intérieur de son tube pour éviter, hein, le rochage. Super. On va prendre une dernière question. Ok. Faut-il chanfreiner les tôles avant soudage? Alors ça va dépendre des épaisseurs qu'on vient souder. Hein, pour des tôles, mettons de 2 mm, 3 mm, on n'a pas forcément besoin de chanfreiner. Mais au-delà, et selon le procédé qu'on vient d'utiliser aussi, mais au-delà, par exemple en mag ou en TIG, on va devoir faire un chanfrein. Donc là, on va faire un chanfrein. Généralement, ce qu'on va prendre pour les soudures bout à bout, c'est un chanfrein de 60 degrés, hein. On vient ouvrir l'angle de 60 degrés en gardant ce qu'on appelle un petit talon, donc une partie droite. Donc on vient en fait casser vraiment une partie de l'angle, hein, l'angle extérieur, de 60 degrés sur quelques millimètres, en se gardant 1-2 millimètres de 1 ou 2 millimètres de talon, hein, pour permettre un bon assemblage.
Donc on peut être amené à chanfreiner en fonction de l'épaisseur. Et aussi on va avoir au choix plusieurs chanfreins qu'on peut utiliser, soit les chanfreins, ce qu'on appelle un chanfrein en V, donc là je vous ai exposé celui-ci. On peut aussi avoir les chanfreins en X, qui est un chanfrein en V des deux côtés, hein, donc à chaque fois on garde 60 degrés. Et puis on peut avoir par exemple des chanfreins à double pente, quand on a forcément des pièces très épaisses. Donc là on vient adapter un peu, on vient pas mettre 60 degrés, on met 60 degrés au début, puis après, par exemple, 50 ou 40 en fonction des essais qu'on a fait, pour gagner un peu de temps, pour gagner un petit peu aussi en métal d'apport. Donc on vient faire une double pente, mais bon, c'est vraiment des épaisseurs beaucoup plus importantes et très importantes, donc de l'ordre de 10 mm par exemple. Merci, Monsieur Lebras, pour toutes vos réponses. Il est temps de conclure. C'est la fin de votre webinaire Assemblage soudé, conception, procédé, industrialisation et comportement des structures. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur David Lebras. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions Techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.